On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Bonne nouvelle pour les organismes du milieu puisque la Ville a décidé de resserrer sa réglementation à l'égard des bacs de récupération de vêtements. On en discute avec les gens du Centre d'action bénévole d'Iberville, une première réaction. Mais d'abord, c'est déjà le moment de parler de campagne de financement pour la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean pour 2016-2017 avec un objectif de 400 000 $. C'est déjà le moment de vous parler de la prochaine campagne de financement de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. On va faire le bilan de l'année en cours, parler de l'année à venir et des activités et, entre autres, bien sûr, de la guignolée qui s'en vient dans quelques semaines. Deux invités pour en parler. D'abord, la présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul Saint-Jean, Lise Boyer. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Caroline Sigouin, qui est la coordonnatrice. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, première question, et là, je vois un peu la réponse. On avait un objectif de 400 000 $ pour l'année qui se termine et, visiblement, on l'a atteint. Oui, absolument. Bon, quelles sont les raisons? Parce que je sais que dans les dernières années, il est arrivé parfois qu'on avait des objectifs et malheureusement, on arrivait avec un 10, 15, 20 000 en dessous et on n'arrivait pas à atteindre l'objectif. Et là, cette année, on l'a atteint. Pourquoi? On a été raisonnable dans notre objectif, par exemple, parce que l'an passé, on avait 425 000 d'objectifs. Mais on était arrivé un petit peu avec un léger surplus, donc on a dit on va mettre un objectif raisonnable. C'est ce qu'on a fait. Et la raison pour laquelle on a atteint notre objectif, il y a plusieurs raisons. Les gens ont été plus généreux. À la guignolée, on a recueilli quand même passablement plus d'argent, je dirais 12 000 $ au moins de plus à la guignolée. Oui. Ensuite de ça, on a notre comptoir vestimentaire. Commence à rapporter. Commence à rapporter. Il rapporte tellement, en fait, là, ça va tellement bien qu'on regarde pour agrandir le local, justement, parce que dans le but de faire un petit peu plus d'argent. Cette année, on a vendu à environ 125 000 $ pour un bénéfice de quand même 60-65 000 $. C'est très bon, ça. Oui, c'est très bon, parce qu'on est quand même juste à notre 3e année complète. Très, très bon, ça. C'est très bon, oui. Donc, ça, c'est les raisons. Les gens, ça bouge, hein, la Saint-Vincent-de-Paul, sont un petit peu plus généreux une place, un petit peu moins généreux à l'autre. C'est ça. Bon. Mais les gens sont toujours fidèles, par exemple, à la Saint-Vincent-de-Paul. Ça, il faut le dire, parce que les gens sont fidèles. Nos donateurs sont fidèles. Bon, parlant de donateurs, et ça, je pense qu'il faut le dire, il faut le mentionner. Bon, vous avez d'une part les épiciers et les pharmaciens locaux qui ont donné 100 000 $ de denrées de plus que l'an passé. Oui, et l'an passé, ils avaient donné 100 000 $ encore de plus que l'année d'avant. Donc, en 2 ans, on a eu 200 000 $ de plus des épiciers locaux. Parce que, dans le fond, les denrées, ils les ont. C'est surtout un défi de logistique. Oui. Pour aller les chercher. C'est nous qui va les chercher. C'est nous qui va les chercher. On recueille les denrées à chaque semaine. On a toute une logistique de camions là, qui est compliquée parce qu'on passe partout, parce que tous les épiciers locaux sont recueillis par nous et les pharmacies locales aussi font des dons. Oui. Bon. Il y a aussi, il faut le mentionner, Provigo, Michel Milot et Olimel qui vous ont fait des dons de viande, ce qui vous a permis également de donner plus, mais de donner plus également en termes de protéines. Oui. Monsieur Milot, Provigo Michel Milot, est un précurseur parce que c'est lui le premier, en fait, et le seul à peu près maintenant, qui donne sa viande et qui la fait congeler avant qu'elle périme, dans le fond. Lui aussi, c'est une logistique pour son magasin, là. Parce que, dans le fond, il faut qu'il gère les dates de péremption, il faut qu'il fasse congeler la viande et nous, on la ramasse. Puis on la redonne. Parce que je peux donner aussi là-dessus, c'est que M. Milot a décidé de donner à la Saint-Vincent-de-Paul au lieu de donner dans les gens qui vont venir acheter la viande pour faire de la nourriture pour les animaux ou autres transformations. De ce que j'ai compris, c'est que ça lui coûte peut-être un petit peu plus cher faire ce geste-là pour la Saint-Vincent-de-Paul que de le vendre peut-être justement pour ceux qui font de la nourriture pour animaux. Ça lui impose une logistique de congélation. Oui. Mais c'est un choix, c'est un choix personnel là, que lui fait en tant qu'épicier. Oui, parce qu'il est très généreux. Hein? Il donne il y a beaucoup de viande qu'il nous donne. Parce que nous, on calcule ça quand ça arrive à peu près à la moitié du prix, en fait. Puis je vous dirais qu'on n'a pas loin de, peut-être en valeur comme de
50 000 par année. Oui, c'est ça. Les autres épiciers, on essaie bien de les attirer et puis de savoir pourquoi, qu'ils ne veulent pas nous donner la viande. Mais par contre, c'est la maison mère souvent qui veut pas. De la bannière qui impose la façon de faire. C'est ça. Fait qu'on... Ça se parle souvent dans les journaux. Là, je vois ça de temps en temps, là, que c'est en train de... C'est intéressant. Oui. Intéressant. Peut-être un exemple à suivre. Oui, puis les moissons travaillent, comme Moisson de Montréal, travaillent beaucoup pour ça à Montréal, pour que les épiciers donnent la viande. Oui. Bon. Avez-vous toujours sensiblement le même nombre de clientèle? Parce que je sais qu'à une certaine période, à chaque année, on venait ici et on disait, bien là, on a tant de personnes de plus qui viennent cogner à notre porte. Est-ce que vous êtes relativement stable ou si vous avez encore des augmentations de clientèle? Moi, je vous dirais que cette année, pour la clientèle, je ne le sais pas encore tout à fait. On avait 3 500 personnes l'année passée. Mais ce que je sais, c'est qu'on a 3,2 d'augmentation des demandes. Ah oui? Oui. Parce que notre année, elle vient... Est-ce que ça suit la courbe démographique de la ville de Saint-Jean ou ça suit plus la courbe démographique de l'accroissement de la pauvreté? Moi, je vous dirais que c'est la pauvreté. Puis la pauvreté, elle ne dort jamais et elle a beaucoup de nouveaux visages. Ouais. Surtout du monde qui arrive aussi de l'extérieur. Hein? De plus en plus, on voit ça, qui s'en viennent vers Saint-Jean parce que les loyers coûtent moins cher et on voit les demandes aussi des personnes là, qui arrivent de l'extérieur. Bon. Là, on entre dans la campagne de financement 2016-2017 avec, encore une fois, un objectif de 400 000 là, il y a toujours, évidemment, la campagne postale. À quel moment les gens reçoivent ce petit carton? Et il y en a qui l'ont déjà reçu. C'est déjà fait? En fait, pour la sollicitation postale ciblée, qui est avec nos donateurs qu'on a pris dans notre banque de données, ça a été mis à la poste hier, le 1er novembre, non, excusez-moi, le 31 octobre. Oui. Et ça, ils vont recevoir ça dans le cours de la semaine à venir. Et la prochaine sollicitation, ça va au mois d'avril. Donc, c'est 2 fois par année? Oui, ça. Pour le J3A, J3B. Ça rapporte beaucoup, ça, la campagne de financement? Celle-là, la campagne postale, 150 000 par année. Oui. C'est une grosse partie de... Oui. Bon. Là, vous avez aussi dimanche, le 13 novembre, donc c'est bientôt, de 9h à 13h, à la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville. C'est le brunch populaire au profit de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Donc, qu'est-ce que c'est comme activité, Caroline? Alors, c'est une activité populaire qu'on veut rejoindre les familles parce que c'est quand même un montant raisonnable pour un billet, 12 $ pour un adulte. Et pour un enfant, c'est 5 $ de 6 à 12 ans et gratuit de 0 à 5 ans. Et nous, on voulait aussi rejoindre le monde, monsieur, madame, tout le monde, qui pouvait quand même aider la Saint-Vincent-de-Paul et faire acte à notre brunch populaire. Parce qu'il y a certaines activités, c'est plus cher aussi pour les billets. Alors, ça n'interpelle pas toute la population. Tout ceci, évidemment, va nous mener ensuite à la Guignolée, qui, elle, va se tenir le dimanche 4 décembre dès 10 h le matin sur l'ensemble du territoire, évidemment, avec les autres organismes du milieu, toujours sous la présidence d'honneur du colonel Simon Bernard, commandant du Collège militaire royal Saint-Jean. Donc, qu'est-ce que c'est comme ampleur, comme logistique, la Guignolée? Alors, je peux vous dire que la Guignolée, c'est comme un de mon petit bébé à moi. C'est très gros. Point de vue d'acheter les denrées, point de vue de logistique pour les bénévoles qui veulent venir à la Guignolée, qui participent le 4 décembre. Je vous dirais que c'est un 6 mois d'avance de préparatifs. Oui, et d'achat aussi de denrées, parce qu'on reçoit beaucoup de denrées à la Guignolée, sauf que les paniers de Noël, les 1100 paniers de Noël, sont tous égaux, tous pareils, ont toutes la même quantité. Ils sont comblés par des trucs que vous achetez, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le surplus qu'on reçoit à la Guignolée revient à la banque alimentaire pour combler les tablettes là, qui sont... Bien, pas démunis, mais pour les remplir à nouveau. C'est parce qu'en fait, souvent, les gens confondent, mais la Guignolée sert principalement à ramasser des denrées non périssables pour le panier de Noël. Évidemment, s'il y a de l'excédentaire, vous le gardez ensuite pour les comptoirs. Oui. Mais aussi, la Guignolée, c'est un moment aussi pour recueillir des dons en argent. Des dons en argent et des dons en vêtements aussi pour notre comptoir vestimentaire. Bon. Ça aussi, c'est un bon morceau. Je pense que vous l'avez dit tantôt, la Guignolée en argent. Là, en tout cas, l'an passé, ça a rapporté plus. Là. 36 000 autour de 36 000 Ça, c'est uniquement le territoire de Saint-Jean. Ça, c'est juste en argent, là, parce qu'en denrées, ça, on ne peut pas vraiment le chiffrer. Mais moi, je peux vous dire qu'après la Guignolée, l'an passé,
C'est sûr que la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, eux autres, n'ont pas besoin des denrées qui leur restent. Donc, ils nous les envoient à chaque année. Saint-Luc vous les envoie. Et ces denrées-là, cette année, nous ont permis de nous rendre en majorité jusqu'au mois de septembre sans gros achats. Ah, quand même. Oui. Quand même. Parce qu'évidemment, la guignolée, c'est en collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, également le Centre d'action bénévole d'Iberville. Oui, et l'Acadie aussi. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, en tout et partout, c'est quand même un grand territoire. Là. Alors, c'est nous qui font le plus de paniers de Noël Évidemment, aussi à redistribuer. Ouais. Mais quand même, c'est le 4 décembre prochain que les 4 territoires ont fait la guignolée en même temps. Bon, vous avez des barrages routiers aussi. Oui, le 10 décembre prochain. Alors, coin Choquette et Pierre-Caisse, le barrage routier nous rapporte pas loin de 5 000 $. Et ça l'aide aussi à reflouer les paniers de Noël. Bon, après ça, comme vous l'avez dit tantôt, au mois d'avril, il y aura eu la deuxième campagne postale. Par Publisac. Par Publisac? Par Publisac, oui. Donc, ça va être dans le Publisac. Oui. C'est comme je vous dis, c'est le secteur J3, J3B qui est notre secteur Saint-Jean. Bon. Et ensuite, le 6 mai, c'est la 6e édition du Festin de fruits de mer. Donc, c'est une activité qu'on avait lancée il y a quelques années qui, visiblement, semble bien fonctionner. Très bien. À chaque année, on a vraiment de l'amélioration. Ça fonctionne très bien. Cette année, c'est le président d'honneur de Patrick Lamarche, qui est du Club Richelieu. À chaque année, c'est différent là, pour les présidents d'honneur, mais c'est une activité qu'on voit prolonger. Bon. C'est quoi les défis? Il y en a toujours des défis, mais aujourd'hui, en 2016, bientôt en 2017, pour un organisme comme la Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean, c'est quoi le défi de cette organisation-là? Le défi, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Dans le fond, on est complètement dépendant des donateurs, absolument, des donateurs puis de nos collaborateurs. On est très maillés avec les collaborateurs. On collabore beaucoup avec les autres organismes, mais en fait, on dépend du contexte économique, on dépend des dons, on dépend complètement de tout ça pour notre fonctionnement. C'est sûr qu'il y a notre gestion quotidienne et tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut? Notre autre gros défi, c'est le bénévolat. Parce qu'on ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Notre employé est ici, Caroline fait 35 heures par semaine, et le reste, nous, on fait 40 000 heures. On a fait 40 000 heures de bénévolat cette année. Ça, c'est un impact financier. Si on le calculait, c'est énorme. Donc, ça... Avez-vous une bonne rétention chez les bénévoles ou de la difficulté à recruter ou à renouveler le bénévolat? Je vais vous dire, il y a un mois et demi, on a fait une publication, une publicité dans les journaux et Facebook, et ça a été vraiment un succès. Okay. Vraiment un succès. Oui, qu'il soit à la retraite, que la personne ait une journée ou une demi-journée à donner, qui travaillent, ils sont venus nous rencontrer pour... Ça a été vraiment un succès, vraiment. Bon, tant mieux, à ce moment-là. Bien, à vous deux, merci infiniment pour ce lancement de campagne de financement 2016-2017. On aura l'occasion de se reparler dans quelques semaines, dans les jours qui vont précéder, évidemment, la guignolée, pour faire un petit rappel à la population. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des bacs de récupération. On sait que la Ville veut resserrer la réglementation pour favoriser et prioriser les organismes du milieu. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu.
Voilà une très, très bonne nouvelle pour les organismes du milieu, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui finalement a décidé de resserrer ses règles à l'égard des bacs de récupération afin de favoriser, de prioriser les organismes d'ici qui récoltent évidemment des vêtements et qui sont ensuite revendus à prix modique, mais ces argents-là servent à qui? Aux gens du milieu et non pas aux gens de l'extérieur. On en discute entre autres avec la directrice générale du Centre d'action bénévole d'Iberville, Isabelle Demers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Moi, c'est un dossier que je suis depuis plusieurs années parce que moi-même, comme citoyen, j'étais un peu fâché parfois de voir des gens qui, par naïveté, allaient mettre des vêtements dans des bacs. Puis là, tu te dis, non, c'est parce que ça s'en va pas à la région, ça s'en va à d'autres organismes et tout ça. Et bon, on pourrait parler longuement là, de la façon dont ça fonctionne. Mais et là, bon, il y a plusieurs années, les organismes se sont regroupés. On a vu dans notre région les bacs jaunes arriver. Fait que là, au moins, les gens pouvaient distinguer les bacs jaunes pour les organismes du milieu et les autres. Mais malgré tout ça, et je me rappelle d'avoir fait une entrevue ici il y a peut-être 1 an ou 2, où on estimait les pertes à peu près à pas loin d'1 million de dollars en valeur d'argent qui échappait à la région. Or, la Ville, finalement, avait été sensibilisée et a décidé, évidemment, de voter un règlement. Ça va être quoi les impacts pour un organisme comme le vôtre? C'est clair que les impacts vont être majeurs. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les gens. Je suis une première citoyenne qui fait en sorte que quand je fais le ménage chez moi, j'espère aller le plus près possible de mon domicile. Donc, les gens sont de plus en plus, effectivement, vous l'avez dit, conscientisés, sauf que quand même, il y avait une grosse perte parce que quand le sac est dans la voiture, s'il y a un bac qui est plus près, les gens avaient tendance à aller le mettre. Donc, indépendamment des bacs jaunes, bien que de plus en plus, la population était conscientisée. Donc, c'est clair que de récupérer tous ces argents-là, c'est-à-dire que tous ces vêtements-là qui vont être redistribués directement dans la communauté, vous l'avez nommé, c'est un gros montant d'argent qui va être distribué parmi les différents organismes là, qui vont se partager les... Parce qu'à la base, on revient à la réaction citoyenne. On se dit, bon, je fais le ménage, je ramasse des vêtements, je mets ça dans le coffre de la voiture. Ah, tiens, il y a un bac ici. Moi, je pense faire une bonne action, là. Oui, effectivement. De toute façon, je dirais qu'il y a une petite portion de la population est conscientisée et connaissent les différentes problématiques qui sont reliées justement au fameux bac où vraiment une petite portion revienne à un organisme communautaire. Mais la majorité, c'est vraiment au niveau du profit de l'organisation qui le gère. Mais sinon, je dirais que la majorité de la population n'était pas au courant là, de ces éléments-là. Parce qu'il y a un côté quand même assez mercantile pour certains bacs, en tout cas. Parce qu'il y a certains bacs, bon, oui, c'est vrai, il y a un logo d'organisme dessus, mais parfois, bon, c'est vendu, revendu. Et je présume que les gens qui décident d'avoir ces bacs-là sur leur terrain doivent probablement avoir une certaine ristourne. Sinon, on ne les aurait pas. Je ne sais pas sur le territoire ici à Saint-Jean, ou je ne sais pas dans le cas du Centre d'action bénévole d'Iberville, mais il y a combien de bacs jaunes en circulation sur le territoire? Bien là, présentement, les bacs jaunes, c'est habituellement... Nous, on en a 4. Vous en avez 4? Nous, on en a 4. Et il y en a 4 qui vont être justement redistribués sur le territoire. Après vous allez en ajouter? Non, c'est-à-dire que ça va être les mêmes 4 qui vont être déplacés. Avec la réglementation, ça va faire en sorte que les organismes vont avoir droit à maximum 4 bacs par organisation. Par organisation? Tout à fait. Donc, nous sommes actuellement 4 organismes. Là, présentement, après la réglementation, il va y avoir sur le territoire 2 bacs à Saint-Luc, 1 bac à l'Acadie, 5 bacs à Saint-Jean. Nous, de notre côté de rivière, nous allons avoir 3 bacs dans le secteur Iberville et 1 dans le secteur Saint-Athanas. OK. Donc, la distribution des bacs, qui seront toujours jaunes d'ailleurs? Tout à fait. Donc, c'est la distribution, la répartition que vous venez d'évoquer. Oui, tout à fait. Oui. Bon. Ce qu'on lit également dans la réglementation, et là, je comprends que, bon, la Ville a dû mettre ses avocats sur le coup pour évidemment que ce ne soit pas préjudiciable. Ce qu'on dit, c'est que l'organisme doit faire la preuve que la redistribution ou l'utilisation d'au moins 50 des biens provenant de la collecte des conteneurs est réalisée au profit de la communauté locale. Oui. Donc, ça veut dire que les autres organismes, s'ils veulent maintenir leur bac, devront faire cette démonstration. Tout à fait, parce qu'il y a une reddition de compte qui va être faite après. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour avoir le droit d'installer un bac, il faut en faire une demande à la municipalité. Il y a différents éléments dont il faut se prémunir. Donc, ça en est un. Il faut aussi avoir un pied à terre à Saint-Jean. Donc, il faut avoir commerce à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay, donc, il faut que l'organisme ait, dans le fond, une adresse civique ici sur le territoire et elle doit aussi être enregistrée à l'Agence du revenu du Canada. Oui, tout à fait, comme organisme de charité, pour prouver qu'on est bien l'organisme. Donc, ça vient implanter beaucoup de conditions. Oui. Donc, là, actuellement, est-ce qu'on sait, là, vous avez énuméré tantôt le nombre de bacs qu'il va y avoir au niveau des bacs jaunes là, de la communauté, les 4 organismes en question.
Mais les autres bacs là, qui sont des fois bleu marine ou qui sont blancs ou d'autres couleurs, est-ce qu'on sait combien il y en a sur le territoire? Est-ce que ça a déjà été évalué, ça? Ça a déjà été évalué. Et je ne pourrais pas vous le dire maintenant pour la raison que quand on a commencé le regroupement, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, on en avait déjà fait un décompte et il y en avait déjà un bon nombre. Mais ça évolue tellement vite que même la municipalité en a perdu les comptes. C'est-à-dire qu'entre le début du processus, en une année, déjà dans la dernière année, on a déjà vu plusieurs bacs s'ajouter. Donc, ce qui fait en sorte que présentement, nous, on s'est distancé là, du compte parce que éventuellement, c'était vraiment trop complexe là, à gérer. Là. Mais en tout cas, pour l'instant... Il peut y en avoir quand même beaucoup. Moi, je regarde dans mon propre circuit, quand je quitte la maison et je m'en vais sur le boulevard industriel, là, j'en vois un. Et même, parfois, je vais, disons, au IGA Gladu sur Séminaire, qui a un bac jaune. Oui. Mais à côté du bac jaune, il y a un autre bac à côté que moi, je n'utilise pas. Oui. Mais le citoyen qui ne check pas trop ça, qui ne vérifie pas trop, il ne le sait pas. Il dit, bon, regarde, il y a 2, 3 bacs, je vais prendre n'importe lequel. Mais là, avec la nouvelle réglementation, justement, il va en avoir beaucoup moins. Ce qu'il va falloir faire, c'est justement, déjà, la Ville a un plan de communication, mais nous aussi, on va devoir communiquer à la population les emplacements. Donc, parce que temporairement, les gens vont devoir s'habituer parce qu'ils vont en avoir moins. Donc, il va falloir qu'ils fassent peut-être un petit peu plus de chemin, mais en même temps, on s'est assuré que c'est bien réparti sur tout le territoire. Là. Parce qu'il y a quand même plusieurs années, là, je remonte 10-15 ans, quand on faisait le ménage, je prends mon propre exemple, je ne sais pas, j'habitais dans Saint-Gérard ou dans NDL, puis sur le côté de Saint-Jean, il y avait à peu près un seul endroit pour aller porter des vêtements, c'était au centre, sur la rue Mercier, là. Au centre de partage communautaire Joannès. C'était la seule place où on pouvait aller porter des vêtements en ville. Puis là, évidemment, ça s'est multiplié ces dernières années. Puis il y en a visiblement qui ont vu qu'il y avait une bonne affaire de disponible. Bien, en fait, je dirais que moi-même, que j'habite Iberville déjà depuis plusieurs années, il y a une 12-15 ans, quand j'allais porter mes vêtements, j'allais directement au centre d'action bénévole. Parce que je ne me souviens pas qu'il y a eu des bacs là, vraiment disponibles. Donc, c'est sûr que c'est le fun, les bacs, parce que ça permet d'avoir une accessibilité. Je comprends les gens. Oui, les gens, ça ne leur tente pas de faire des kilomètres nécessairement pour aller porter leurs vêtements. Ils veulent faire une bonne action, mais on doit avoir une proximité. Malheureusement, la proximité, là, c'est devenu la pollution visuelle, là, vraiment. Oui, ça, c'est l'autre problème aussi, parce que c'est pas toujours très, très joli. Mais je reprends votre exemple, parce que l'autre jour, j'avais une commission à faire dans le secteur Saint-Luc, puis j'avais des vêtements à les porter, fait que je vais les porter à Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, qui est à l'ancien bingo. Mais près de chez moi, sur Saint-Jacques aussi, bon, à Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean a maintenant un comptoir, donc, et le bac est très visible. Bon, c'est facile, c'est sur Saint-Jacques, c'est pas loin de chez nous. Mais encore là, si on vérifie moindrement, c'est qu'il y a d'autres bacs. Donc, si on fait le décompte, là, parce que, dans le fond, les 4 organismes, vous avez dit quoi, dans le fond, ça va être quoi, une quinzaine de bacs à peu près, là, si je fais le décompte, à peu près une quinzaine de bacs. Une quinzaine de bacs jaunes répartis sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec les 4 organismes. Mais les autres bacs, il y en a peut-être 15, 20, 30, je ne sais pas trop. Et plus. Et peut-être même plus. Ah oui, plus, qui vont disparaître. Donc, effectivement, il va falloir s'adapter un petit peu. Est-ce qu'on sait c'est quoi les délais d'application du règlement? Oui. Le règlement a été passé officiellement pour le 25 octobre. Donc, dans la semaine du 14 au 18 novembre, il va y avoir les déplacements de nos boîtes et la date limite, c'est vraiment le 18 novembre. Donc, il y a déjà eu une lettre qui est envoyée aux commerçants parce qu'en fait, ce n'est pas les organismes qui vont être sollicités, mais plutôt les commerçants sur lesquels il y a des bacs. Donc, les commerçants ont déjà reçu la lettre mentionnant que la date limite était le 18 novembre. Et puis, bien, ils vont être appelés à faire disparaître les boîtes. Sinon, éventuellement, il va y avoir des rappels et il va y avoir aussi, bon, tout ce qui concerne une mise en application d'une règle là, avec les... Mais on s'entend qu'il n'y a pratiquement aucun des bacs sur le territoire qui ne sont pas jaunes qui vont respecter la réglementation. Bien, on l'espère. On s'attend, c'est-à-dire que la Ville s'attend, et nous aussi, en fait, on s'attend à ce que peut-être il y a eu des confrontations. Mais techniquement, la lettre est déjà envoyée aux commerçants depuis plus d'une semaine. Donc, les commerçants vont devoir disposer des bacs. Là. Exactement. C'est à eux, c'est leur responsabilité de s'assurer que le commerce, que l'organisme vienne récupérer leur bac. Est-ce qu'on sait si, parce que là, on prend l'exemple ici à Saint-Jean, mais dans d'autres villes au Québec ou sur la Rive-Sud, est-ce qu'il y a d'autres villes également qui ont dû réglementer ou qui avaient déjà une réglementation, ou c'est nous qui n'avions pas, je ne sais pas. En fait, il y a plusieurs villes qui ont déjà réglementé. Saint-Jean n'était pas précurseur parce que ça fait déjà... Donc, quand on s'est réunis il y a environ 3 ans, on pointait déjà certaines réglementations là, dans certaines municipalités. Je dirais que ça varie beaucoup d'une ville à l'autre, par contre. Et ce qui est satisfaisant ici, à Saint-Jean, c'est quand même une réglementation qui favorise vraiment les organismes locaux. Ce n'est pas toujours le cas partout,
Mais je dirais que de façon générale, quand même, il y a des mises en application. Là. Bon, là, si dans le fond, au total, il va y avoir moins de bacs, Oui. donc ça va forcer votre organisme et les autres à probablement les vider sur une base peut-être plus fréquente. Tout à fait. L'autre question, c'est est-ce que le Cap d'Iberville et les autres organismes du milieu sont, comment je dirais, disposés à recevoir plus de vêtements? Oui. Êtes-vous équipé pour ça en main-d'œuvre, en bénévole, etc.? Là? C'est une très bonne question parce que quand on a commencé les pourparlers, quand on a commencé à se rencontrer, on était sur le mode de demander une réglementation, mais il fallait se questionner aussi. Alors oui, on s'est remis en question, on a revu nos façons de faire. Et les 4 partenaires, on a convenu qu'effectivement, oui, il va y avoir des modifications et on est prêt à ça. On avait déjà entamé des modifications à l'interne dans notre structure, on avait déjà fait des réflexions. Alors oui, on se dit prêt. Bien sûr, il va y avoir une période d'ajustement. Si je peux parler juste pour le Centre d'action bénévole, bien sûr, puis je ne peux pas parler pour les autres organisations, mais chez nous, on est fin prêt. On a une bonne équipe de bénévoles. On a grosso modo une quarantaine de bénévoles là, constamment à la boutique familiale. Donc, c'est quand même un gros volume. On est chanceux d'avoir cette ressource-là. Vous allez avoir plus de volume, donc plus de vêtements à vendre. Oui. Et évidemment, et ces argents-là servent ultimement à vos clientèles. Là. Oui, tout à fait. Ça va venir bien sûr aussi avec un plan de com. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand même la boutique familiale, pour nous, c'est de l'économie sociale. Donc, l'économie sociale veut aussi dire que faire en sorte que, bien sûr, c'est un service qu'on offre qu'on redonne à la population. Il y a des gens qui travaillent aussi. Oui, il y a des gens qui travaillent. En fait, on a une ressource, deux ressources seulement, là, donc 2 employés seulement. Mais quand même, ça fait aussi que, comme c'est de l'économie sociale, bien, c'est aussi un petit business. Donc, on va avoir à faire un plan de com, on va avoir à réorganiser notre méthode de travail. Et puis, ça fait partie du processus, mais là-dessus, on n'a vraiment pas de crainte. Bien, merci infiniment de nous avoir expliqué le tout. Et on invite bien sûr donc la population à surveiller ça de près. Si vous avez des vêtements à donner, c'est dans les bacs jaunes. Et dans quelques semaines, de toute façon, il n'y aura à peu près que des bacs jaunes sur le territoire. Donc, surveillez vraiment pour identifier peut-être celui qui est le plus près de chez vous, puis en créer une habitude quand vous faites des ménages dans vos maisons. Merci. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Comment s'engager pour la planète? Conférence de Karel Méran de la Fondation David Suzuki. Donc, c'est très prochainement au mois de novembre, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais prendre quelques instants pour offrir mes condoléances à la famille de Pierre Béliveau, qui était conseiller financier chez Investors, qui a déjà été un précieux collaborateur de l'émission. Il est décédé à 69 ans, foudroyé par un cancer extrêmement rapide. Lui, qui avait pris sa retraite il n'y a même pas 2 ans. Donc, sympathie à toute la famille de Pierre Béliveau. Sur ce, merci beaucoup. Rendez-vous demain. Bye-bye.